Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, saison 2, épisode 4. Après l'Équateur, le Brésil et l'Argentine, je vous propose cette semaine de filer tout au nord de l'Amérique latine, concrètement où elle débute, au Mexique. Car ce week-end, tous les regards vont se porter sur un stade mythique, l'Azteca, pour le 231e Classico national qui oppose l'América et las Chivas de Guadalajara, et qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin. Alors je sais que pour une fois, l'affiche de la semaine est à une heure tardive, mais vraiment, s'il était un rendez-vous à ne pas manquer au Mexique, c'est bien ce choc qui oppose deux géants du football local voire continental. Imaginez un peu, chacun a remporté 12 Liga MX, ce sont les recordman de la compétition, ce sont les deux équipes qui ne sont jamais descendues depuis la mise en place du foot pro en 1943, d'autres ne sont jamais descendus depuis leur arrivée, depuis qu'ils sont arrivés en Primera Division, mais l'América et las Chivas sont vraiment les seuls à n'avoir connu que la première division. À cela, il faut ajouter 21 coupes, 10 pour l'América, 11 pour las Chivas. Par coupe, j'entends Copa MX et une compétition qui se nomme le Campeón de Campeones, qui est une sorte de trophée des champions à la sauce mexicaine. L'América et Chivas sont les recordmen en titre dans cette épreuve de Campeón de Campeones. À ces titres, l'América y ajoute 9 titres internationaux, dont 7 Conca Champions, les Ligues des champions de la CONCACAF. Chivas, lui, en ajoute 2, dont la dernière en date, tout simplement. Bref, vous l'avez compris, ce sont deux monstres du football mexicain pour une rivalité qui est bien évidemment pas seulement sportive, on va y revenir, mais auparavant, vous en avez l'habitude si vous êtes des fidèles de l'émission, on va rappeler quelques éléments historiques en débutant par le premier arrivé, celui qui se déplace ce dimanche, le Club Deportivo Guadalajara, que l'on connaît tous sous le nom de Chivas. La gente los llama a luchar. Chivas, Chivas, Super Chivas. La casta los hace ganar. La naissance des Chivas, c'est l'histoire d'un Belge et d'un Français. Bon, rassurez-vous, je vais pas faire de blague derrière, aucune blague ne va arriver. Notre Belge se nomme Edgar Everhart, notre Français Calixto Gas, qui est arrivé au Mexique pour y faire fortune et qui, clin d'œil de l'histoire, décédera dans un hôpital belge des suites d'une maladie contractée durant son service lors de la guerre. Il a défendu les couleurs de la France, il est d'ailleurs déclaré mort pour la patrie. Bref, le 8 mai 1906, nos deux amis, le belge et le français, donc vont créer leur club de foot qu'ils nomment Union Football Club et qui est composé d'employés de deux entreprises, la Ciudad de México et Las Fabricas de Francia. Le club adopte un maillot rayé rouge et blanc, dont les origines font encore quelque peu débat. On évoque un lien avec la ville de Bruges, la ville d'où vient Everhart, et dont les armoiries sont rouges et blanches, et dont le club d'alors, le club Bruges, dont Everhart était supporter, joue avec un maillot rayé. D'autres évoquent évidemment un lien avec le drapeau français, un drapeau français que vous pouvez voir toujours dans les tribunes du côté des supporters de las Chivas, en raison justement des origines françaises de ce club. La première équipe des Chivas, qui ne s'appelle pas encore Chivas, vous l'avez compris, est donc une équipe fortement cosmopolite, teintée de Belges, de Français, de Suisses, et évidemment avec quelques Mexicains. 2 ans plus tard, le club devient Guadalajara Football Club et nomme Rafael Orozco comme premier président. Il intègre la Ligue Tapiata des footballs la même année, et il en remporte ses 2 premiers titres sur ses 2 premières saisons au sein de cette ligue. Jusqu'à l'arrivée du véritable professionnalisme au Mexique en 1943, le club va décrocher 13 titres amateurs. Chez les pros, Guadalajara attend l'arrivée d'un autre étranger pour changer de dimension, György Hort, un Hongrois, considéré comme un grand joueur, comme l'un des premiers grands joueurs du football hongrois. Il passe notamment par la France à la fin des années 20 à l'OM, et va donc arriver à Guadalajara après avoir pas mal bourlingué entre France, Chili, Italie et Argentine. Il va poser les bases de la réussite future du club, qui est un temps surnommé les Chèvres, las Chivas donc, par ses adversaires, une insulte qui va être retournée par les supporters de leur club chéri, qui dans les années 50, après une période dite du ya merito, une notion très mexicaine que l'on peut traduire par presque et qui, en football concrètement, désigne la capacité qu'ont les clubs mexicains, voire la sélection, à être toujours placés ou toujours séduisants, mais ne jamais gagner au moment où on les attend, ne jamais réussir à franchir le cap, souvent par manque de chance ou de réussite, appelez-le comme vous voulez. Bref, après cette période du Yamerito, il y a une période dorée du club, celle du Campeonissimo. Entre 1956 et 1965, le Club Deportivo Guadalajara décroche 7 titres de champion,
une Coupe des champions de la CONCACAF, la première édition de celle-ci tout simplement, et une Coupe du Mexique. Les chèvres, vous l'avez compris, ne font absolument plus rire. C'est à cette période, par exemple, que les Chivas vont démonter l'América 7-0 dans ce qui reste leur goleada historique. C'est aussi à cette époque que le club décroche le seul tétracampeonato de l'histoire du foot mexicain, 4 titres consécutifs, fait la première tournée européenne. Il va notamment passer par la France et il va jouer contre le LOSC, contre Rouen et contre Angers. Et cette période, bien évidemment, et comme toujours dans l'histoire de tous les clubs, va être suivie par une longue traversée du désert dans les années 70 et du tout début des années 80, qui va être à son tour nommée la période de las Chivas Flacas. Flacas, ça veut dire maigre concrètement. Le club rebondit au cœur des années 80, mais surtout ne cesse de former les futures pousses mexicaines, celles qui vont alimenter la sélection. Car au fil des années, las Chivas vont ajouter une autre dimension à leur popularité. Le club devient le club des Mexicains. Il n'y fait évoluer que des joueurs locaux et va parfois, c'est encore le cas aujourd'hui, jusqu'à porter le maillot vert, hommage au tri, à la sélection. Sur le terrain, les résultats sont irréguliers. Chivas est champion en 87, en 97, en 2006 et même l'année dernière en 2017. Mais entre-temps, il n'a cessé de produire, donc je le disais, les futurs cadres de la sélection, mais n'a aussi jamais cessé de payer régulièrement les choix parfois, voire souvent discutables de ses dirigeants, notamment de celui qui est encore en poste, Jorge Vergara. Mais Chivas reste un géant, il peut être bousculé aussi fort que l'on veut, il rebondit toujours et revient régulièrement rappeler son statut de géant. Un statut qu'il partage donc avec son grand rival de Mexico, l'América. Estoy contigo, oye mi corazón. América, América, no te detengas, tú serás el campeón. Pour remonter le fil de l'histoire de l'América, on va faire très court et je vais vous diriger sur le champ vers le reportage que nous avons réalisé pour Lucarno Posé à Mexico, au cœur de l'América. C'est le titre de ce reportage et qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Alors je vais vous mettre bien évidemment le lien dans la description. Tout est dedans, de l'histoire du club à pourquoi il est devenu le club le plus détesté du pays, en passant par ce qui fait son identité. Vous saurez donc tout sur ce club le plus titré du Mexique. Pour résumer quand même, l'América arrive 10 ans après las Chivas, le 12 octobre 1916. Cette date anniversaire de la découverte des Amériques lui donne son nom. À l'origine, le club est composé exclusivement de Mexicains. L'América est donc la première équipe créée à 100% par des Mexicains qui va réussir à battre des équipes espagnoles qui dirigées donc par des communautés d'immigrés venus d'Espagne qui contrôlaient alors le football local et surtout le football à Mexico puisqu'on était à l'époque du football amateur. L'América est donc au départ un club mexicain qui lutte contre les étrangers. Il représente même un temps l'aristocratie mexicaine de Mexico. Il va ensuite rapidement endosser le costume du grand méchant, surtout à partir de l'arrivée de Televisa, à l'époque Telesistema Mexicano, pour devenir probablement le club le plus clivant du football mexicain. Car l'América, c'est le club que l'on aime ou que l'on déteste. Sur le terrain, las Águilas, surnom pris par ce club au début des années 80, cela veut dire tout simplement en toute humilité les aigles, avait décroché le tétracampeonato à l'époque amateur dans les années 20, donc avait été le premier club mexicain à jouer à l'étranger, au Guatemala en 1922, avait connu une première période dorée dans les années 70, justement la période où las Chivas sont au plus mal, puis une deuxième énorme dans les années 80, justement encore après la naissance des Águilas. Sur ces 2 décennies, 70-80, donc de 1970 jusqu'à au tout début des années 90, le club va décrocher 8 titres de champion national sur ces 12, imaginez, 3 Conca Champions sur ces 7, devient le premier Mexicain à remporter la Copa Interamericana, qui est une compétition qui oppose alors le vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF au vainqueur de la Copa Libertadores. Pour vous donner une idée, ils ne sont que 2 Mexicains à l'avoir fait, l'autre étant les Pumas. Il assoit son statut de géant local et continental durant cette période, un statut qu'il n'a depuis plus quitté. Et c'est donc au fil de ces années que la rivalité entre l'América et las Chivas va ne faire que croître.
Cette rivalité commence avec le premier championnat professionnel. Nous sommes en 1943 et après un premier match remporté par las Chivas à Guadalajara, le match retour se termine par une victoire 7-2 pour l'América et surtout se termine par une baston générale qui implique également la police. La graine est plantée, ce qui est alors un simple affrontement entre la capitale et la province va continuer ensuite à être alimenté par les deux protagonistes. En 1959, Don Fernando Marcos, entraîneur de l'América, met le feu aux poudres en déclarant que son club va tout simplement faire changer l'indicatif pour appeler vers Guadalajara et qu'il faudra désormais composer le 2-0, 2-0, 2-0, résultat victorieux ramené par l'América lors de ses 3 matchs consécutifs disputés à Guadalajara sur la phase aller. On est alors à quelques jours du choc entre l'América et las Chivas. La polémique médiatique est telle que ce match va se jouer à guichet fermé et surtout va être télévisé pour répondre à cette forte demande. Chivas s'impose 2-0, le match devient alors le Clásico de los Clásicos. Il prend une dimension encore plus forte, vous vous en doutez, après que l'América a décidé d'endosser ce costume du grand méchant, parce que n'oubliez pas que nous sommes au pays de la lucha libre, celui où tout se scénarise. Les duels América-Chivas dépassent tout, et les duels, surtout des années 80, sont encore plus fous, puisque, à cette époque-là, les deux équipes vont se mettre à jouer le titre. En 1983, en demi-finale, le match retour à l'Azteca se termine en baston général. L'année suivante, les deux équipes se retrouvent en finale, une première dans l'histoire du football mexicain, dans l'histoire de cet affrontement, et surtout un fait encore unique à ce jour. L'América ramène le match nul 2-2 de l'aller à Guadalajara. Il s'impose au retour à l'Azteca, notamment grâce à un golazo de Javier Aguirre, futur sélectionneur mexicain. En 1986, les deux clubs se bastonnent de nouveau lors de leur retrouvaille au retour de la Coupe du Monde mexicaine. La rivalité n'est plus un simple affrontement entre la capitale et la province, comme je le disais tout à l'heure. Elle est devenue le combat du bien contre le mal. Elle est devenue une véritable haine et elle fait du Classico national le Classico le plus chaud du pays. Mais au-delà de la haine, il y a aussi une rivalité sportive et il y a aussi quelques moments de folie pure sur le terrain, comme le Classico de 1994. Nous sommes alors en pleine époque des Águilas Negras de Leo Benaker. L'entraîneur hollandais est fraîchement arrivé du Real Madrid pour prendre place sur le banc des Águilas. Et à son arrivée, il fait signer 2 joueurs africains qui vont devenir donc ensuite las Águilas Negras, les aigles noirs. Kalou Chabolia, ballon d'or africain en 1988, ancien du PSV qui avait échappé au drame qui avait touché sa sélection un an plus tôt, le drame du vol 319 de la Zambian Air Force, qui s'était écrasé lors d'un vol vers le Sénégal. Et surtout, à côté de Kalou Chabolia, un ancien du championnat de France, François Omambiik, arrivé justement en provenance du Racing Club de Lens. À leur côté, des joueurs mexicains comme Luis Alberto Alves Zague, Joaquín del Horno et un gamin nommé Cuauhtémoc Blanco. Avec cette armada, Benaker construit une machine à marquer, un jeu ultra offensif et vertical. Pour vous donner une idée, l'América de 94 brille, renverse tout le monde en championnat à coups de victoires 8-1, 7-3, 6-1, enfin des cartons monstrueux, un football spectaculaire par excellence. C'est ce 11-là qui se présente au Jalisco le 13 novembre et va offrir l'un des plus beaux classicos de l'histoire, si ce n'est le plus beau. Kalou Chabolia ouvre le score et lance les débats. Ramon Ramirez donne l'avantage aux Chivas avant qu'Omambiik égalise. Le Jalisco s'embrase lors d'une folle première mi-temps qui est conclue par un but signé Daniel Guzman sur penalty. L'América est alors mené 3-2, mais va réussir à renverser le match sur 2 coups de tête, l'un de Zague, l'autre de Blanco. Les Águilas s'imposent 4-3 dans l'un des classicos les plus spectaculaires de l'histoire. Cette saison-là, pour la petite anecdote, Omambiik va terminer avec 33 buts, record de buts sur une saison pour un joueur de l'América. Et cette année-là, aucun des deux protagonistes de ce fantastique classico ne sera champion. Parce que si quelques mois plus tard, Chivas prendra sa revanche en gagnant la phase régulière du tournoi, en avril 1995, à la surprise générale, Leo Benaker quitte son poste alors que son équipe mène la danse après 31 journées. Il révélera plus tard que la raison de son départ était un conflit avec le président de l'époque au sujet d'un joueur, Joaquín del Horno. Ce départ va briser l'élan des Águilas qui vont terminer second derrière las Chivas et qui vont donc ensuite s'écrouler lors de la Liguilla avant de connaître quelques années de vaches maigres. Las Chivas, de leur côté, seront éliminés en demi-finale face au futur champion Necaxa qui conserve alors son titre. Ne reste donc plus que le souvenir de ce classico de 1994, celui qui démontre
qu'un América Chivas n'est pas seulement un spectacle entre province et capitale, n'est pas seulement un duel entre l'équipe la plus détestée et l'équipe la plus aimée du Mexique, n'est pas seulement un choc entre étrangers et mexicains, n'est pas aussi simplement une question de haine entre deux clubs irréconciliables, mais qu'il est aussi et surtout un grand moment du football mexicain. Et c'est ce choc que vous allez donc pouvoir suivre dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, heure française. Alors une fois encore, si vous ne connaissez pas le football mexicain, franchement, América Chivas, c'est une véritable et magnifique porte d'entrée, l'occasion pour vous de découvrir de la plus belle des manières ce football extrêmement spectaculaire, l'un des plus puissants de tout le continent. Un petit point statistique avant de vous laisser, après 230 affrontements, toutes compétitions confondues, l'América mène 82 victoires à 74, mais si l'on ne regarde que le championnat, c'est bien plus serré. En 174 duels nationaux, Chivas mène 60 à 59. Allez, comme d'habitude, je vais vous laisser avec la VO du dernier Classico en date. Avant cela, je vous invite à aller vous ruer et à écouter nos autres émissions, Culture Soccer dédiée à l'Amérique du Nord, Bola Latina qui s'intéresse à l'Amérique du Sud, Efrikia qui s'intéresse, elle, comme son nom l'indique, à l'Afrique, et l'AFC Corner pour tout savoir du football asiatique. Merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à nos programmes sur les différentes plateformes où ils sont disponibles. Merci encore de nous soutenir en écoutant nos émissions, en les partageant, en laissant vos avis, mais aussi en vous procurant nos magazines dont le lien est dans la description. Je vous laisse donc avec la VO du dernier América Chivas. C'était en mars dernier à Guadalajara. Les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, un but partout. Abrazo a todos et à la semaine prochaine. Aguántame tantito, servicio, dentro del área, Godínez saca disparo. ¡Gol! ¡Golazo de Chivas! Godínez toma la pelota fuera del área. Le va botando y saca potente disparo que vence. La estirada de Gutiérrez Martínez. El rebaño está ganando 1-0 la Luna. Este es un gol por México. Este gol por México beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Extraordinario el gol de Guadalajara, un trazo de Alanís de 60 metros, cambiando el frente. De aquel lado gana Eduardo López y luego lo de Godínez, que sabe que López va a ganar esa pelota, se interna en el centro del área y luego el zurdazo fantástico, se quedaba cerca del ángulo, un gol impresionante del Guadalajara. Parece otra cosa, pero ya veremos. Renato, servicio, el cepillo, la media vuelta, saca disparo. ¡Gol! ¡Del América! ¡Golazo! ¡Golazo del América! El cepillo, Oribe Peralta recibe, le dan todas las facilidades, se da la media vuelta y fusila materialmente al guardameta Rodolfo Cota. Este es otro gol por la educación. Este gol por México beneficia con un aula de medios para que niños de educación básica cuenten con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes 1x1. Contra América no te puedes descuidar, esto es lo que mencionábamos, ¿no? Oribe Peralta, la contundencia del América y la acción que es fantástica. Cómo gira Oribe, cómo deja en el camino a Alanís, que se come la mague, quiere ir a anticipar, no llega, y luego la media vuelta de Oribe y el zurdazo que se termina incrustando en la portería del Guadalajara.